Me voici à Sofia, capitale de la Bulgarie depuis 1879. Et la première image que j'en ai est celle de cette statue de Sainte Sophie, juchée à 16 mètres de haut sur sa colonne, place de l'Indépendance. Cette statue dorée de Sainte Sophie trône ici depuis janvier 2001, c'est-à-dire depuis le tout début du XXIe siècle. Cette sculpture est l'œuvre de Georges, si vous voulez, Stakhanov. L'architecte Stanislav Konstantinov a réalisé la colonne, 16 mètres donc. On ne peut s'empêcher de penser que cette statue religieuse a un relent du communisme qui a présidé aux destinées de la Bulgarie de 1946 à 1990. Vers le nord, on aperçoit la mosquée des Bains. Nous irons la voir tout à l'heure. Vers le sud, la cathédrale Sveta Nedelya, cathédrale du Saint-Dimanche, qui a été détruite lors d'un attentat communiste en avril 1925, qui visait le tsar Boris III. Le tsar était indemne, il est arrivé en retard, mais il y eut plus d'une centaine de victimes, et la cathédrale a été reconstruite. Ce bâtiment pompeux est le grand magasin Tsoum. Sous le régime communiste, c'était la vitrine commerciale du pays. Il était bien achalandé alors que le pays mourait de faim. Tsoum, ancien magasin d'État, cela veut dire en bulgare magasin central universel. Sur la place centrale dite de l'Indépendance, on trouve le siège de l'ancien Parti communiste, tout à fait stalinien lui aussi. En contrebas, l'église Sainte-Petka des Celliers qu'on ne remarquerait pas. Les Turcs qui occupaient le pays pendant 5 siècles ont exigé des chrétiens orthodoxes qu'ils construisent leurs églises avec une hauteur correspondant à un homme à cheval. Le tramway de Sofia. Il est un petit peu vieillot, il rappelle le tramway de Lisbonne. À droite de la place de l'Indépendance, un autre bâtiment de l'époque communiste. Aujourd'hui, c'est le Sofia Hotel Balkan. Pour commencer la visite, nous allons emprunter le boulevard Marie-Louise jusqu'au pont des Lions. Cette Marie-Louise était la grand-mère du tsar Siméon II, qui fut le dernier tsar de Bulgarie. Il a régné entre 1943 et 1945 et il a été chassé par les communistes. Ironie de l'histoire, il est revenu après l'effondrement du communisme pour devenir Premier ministre. Le boulevard de la Princesse Marie-Louise est bordé de commerces, certains modernes, et de nombreux hôtels. Nous longeons le magasin Tsoum qui a été reconverti en centre commercial tout à fait moderne, avec des kiosques à journaux, des cafétérias, des boutiques de luxe. Il y a notamment Refan, un parfumeur local très apprécié. En Bulgarie, le street art s'est développé.
au point qu'il y a des graffiti tours organisés par des guides spécialisés. Une sympathique petite boutique pour manger sur le pouce. Contrairement à une idée très répandue, on ne mange pas mal en Bulgarie. Lors de mon arrivée hier soir, j'ai mangé dans une chaîne de restaurants, Happy. Malgré le nom anglais, ce sont bien des Bulgares entrepreneurs qui l'ont lancé à partir de la ville de Varna, sur la mer Noire. Et je peux vous dire que c'était tout simplement délicieux. On trouve donc les boutiques, les commerces internationaux. Et au-dessus de ce McDonald's, on remarque une façade de style austro-hongrois. La Bulgarie n'a jamais fait partie de l'Empire austro-hongrois, mais cependant le centre de Sofia, au tournant du 19e et du 20e siècle, a fait appel à des architectes austro-hongrois pour la décoration de ses maisons, lorsque Sofia était en expansion. Nous revoici devant la mosquée des Bains, qu'il est possible de visiter le vendredi. Et aujourd'hui, c'est lundi. Le minaret, d'où le muezzin, appelle à la prière. Tout cela est du plus pur style ottoman. Les Turcs ont occupé la Bulgarie pendant 5 siècles, de la fin du XIVe à la fin du XIXe siècle. Pour circuler également dans Sofia, les taxis, jaunes comme à New York, sont pas chers du tout. Je m'approche de la mosquée des Bains, dont la construction remonterait à 1576. Son architecte serait Hadjir Mimar Sinan, celui qui a construit la mosquée à Edirne, Andrinople. Elle est toujours consacrée au culte aujourd'hui. Derrière la silhouette de la cathédrale de Sofia, on aperçoit la montagne contre laquelle Sofia est blottie. Ce sont les monts Vitosha, qui atteignent au pic noir pas moins de 2290 mètres. Petit jardin derrière la mosquée des Bains. Il faut dire que Sofia est une capitale très verte. Et j'espère que nous l'allons voir dans ces films. Certes, Sofia, ça et là, a un aspect un peu délabré, mais la ville est en pleine mutation. Capitale de la Bulgarie depuis 1879, Sofia est la 4e ville des Balkans, après Istanbul, la plus grande naturellement, Belgrade et Bucarest. Istanbul est en Turquie, sur le Bosphore, mais ce n'est pas la capitale de la Turquie, qui est Ankara, en Anatolie, en Asie mineure. Quant à Belgrade, c'est la capitale de la Serbie, et Bucarest, c'est la capitale de la Roumanie. Dans ce square, un bel if. Il est reconnaissable à ses aris rouges. Voici les aris. Je rappelle que l'if, Taxus baccata, a des propriétés anticancéreuses. Beau petit square à côté de la mosquée des Bains. Nous nous trouvons face à un superbe monument, les Bains centraux. Sofia renoue avec son passé de ville thermale. Elle a du retard sur cela, sur Budapest.
Ceci dit, ces bains ne datent pas de la période ottomane, car l'édifice a été construit en 1908. Donc ça faisait déjà une quarantaine d'années que la Bulgarie était indépendante. Une trentaine d'années plutôt. Deux architectes bulgares ont présidé à la construction des bains centraux. Jordan Milanov et Petko Momchilov. Superbe édifice en tout cas, avec ces mosaïques polychromes que nous allons détailler. Les bains centraux se situent sur les vestiges des anciens thermes romains, dont voici un reste. Les mosaïques s'inspirent des fresques de Nesseber, une petite ville charmante de la côte de la mer Noire, qui a un grand patrimoine religieux. La vue est charmante sur l'arrière de la mosquée des Bains et sur le square. Les bains centraux ont été rénovés ces dernières années et en plus des bassins et piscines, il y a désormais un musée consacré à l'histoire de la ville. Il faut savoir que Sofia abrite une foultitude de musées, tous plus intéressants les uns que les autres. Musée archéologique, musée des beaux-arts, musée d'histoire de la Bulgarie, musée d'histoire de la ville de Sofia, etc., etc. Muséum d'histoire naturelle également pour les gosses et les adultes. Bel alignement de lampadaires dans l'enceinte du magasin Tsoum. Belle vue à gauche sur la mosquée des Bains, puis la synagogue et les halles. Ce ne sont pas des immeubles haussmanniens, mais la couleur est là. Je crois bien que c'est Méduse la Gorgone qui est représentée là. L'influence grecque en Bulgarie. Tout ceci m'amène à vous dire que l'histoire de la Bulgarie a été extrêmement agitée. Mais quel pays n'a pas eu une histoire agitée, me direz-vous? La Bulgarie a été très anciennement peuplée, dès le néolithique. Ensuite, le premier peuple qui a peuplé le pays, ce sont les Thraces, dont il ne reste plus beaucoup de traces, justement, si ce n'est archéologiques. Les Thraces, justement, n'ont pas laissé de traces écrites, mais ils ont laissé de superbes tombeaux, dont celui de Svetari, qui est près du Danube, mais ce n'est pas près de Sofia. Je crois d'ailleurs qu'il faut dire Zveshtari, mais je ne suis pas suffisamment familiarisé avec le bulgare. Dans les squares, les gens vendent leur production locale. Ici du miel, j'espère qu'il n'est pas coupé avec du sirop de glucose. Peut-être y a-t-il du vin. Il faut savoir que la Bulgarie produit beaucoup de bons vins.
Par le nord, belle vue sur la mosquée. Les marronniers d'Inde sont atteints de la même maladie qu'en France. Un véritable congrès de pigeons. Nombreuses ruines ici et là. Ce panneau explicatif indique la position des anciens bains romains qui étaient de style grec. Revenons au boulevard Marie-Louise. C'est dans les monts Vitosha que se trouve l'église de Bojana, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'espère la voir durant mon séjour. Ces fresques sont fabuleuses. Elles ont influencé la Renaissance italienne. En contrebas du magasin Tsum, on peut apercevoir les ruines des remparts de l'ancienne Serdica. C'est sous ce nom que les Romains avaient rebaptisé Serdonpolis, qui était la cité thrace. Les Thraces qui étaient donc les premiers occupants. Il y eut ensuite des influences grecques, mais les Romains ont ensuite conquis la région qu'ils ont appelée, et la ville a été appelée Ulpius Serdica. Les monts Vitosha sont une ressource d'inépuisable randonnée pédestre et on peut également y faire du ski, bien entendu. Les stations de ski les moins chères d'Europe s'y trouvent. Le muezzin a intérêt à ne pas avoir le vertige. La rue Pirotska qui s'ouvre ici est une artère piétonnière très commerçante. Autre aspect de la mosquée des Bains. De la mosquée, les halles. Ce centre commercial se trouve dans un édifice Art Nouveau de 1909 et qui est dû à Naum Torbov. Suivons boulevard de la Princesse Marie-Louise jusqu'au pont des Lions. La Bulgarie aurait besoin de quelques ravalements de façade. Mais les fonds de la Commission européenne se perdent dans quelques poches. Derrière les halles, on aperçoit la silhouette de la synagogue, qui est l'une des plus grandes d'Europe. Parfois de belles façades. Reprenons les éléments d'histoire de la Bulgarie que j'avais commencé tout à l'heure. J'ai donc dit que la Bulgarie était très anciennement peuplée.
que les Thraces étaient venus s'y installer, qu'il y a eu des influences grecques, que les Romains ont conquis la région comme une grande partie, comme la totalité du bassin méditerranéen. Attila a détruit Sofia, les Huns ont détruit Sofia au 5e siècle. Les Byzantins ont ensuite conquis la région et il y eut ensuite l'arrivée de Slaves et de Proto-Bulgares qui venaient des steppes d'Asie, un peuple mystérieux. Les Proto-Bulgares se sont mélangés aux Slaves, ils se sont assimilés. Il y a eu au haut et au bas Moyen-Âge, 2 grands empires bulgares. Mais hélas, à la fin du XIVe siècle, la Bulgarie a été conquise par l'Empire ottoman. Les Bulgares ont eu des périodes de persécution, mais également des périodes plus calmes avec développement économique. Il y a eu des périodes où ils étaient forcés de se convertir à l'islam. Certains se sont convertis librement et ces Slaves islamisés sont les Bulgares Pomaks. Aujourd'hui, ils habitent surtout dans le massif montagneux des Rhodopes. La mémoire de l'identité bulgare était conservée dans les monastères. Une rue qui donne l'idée que l'on se fait de l'ancienne vie à l'époque communiste. Délabrement et renouveau. Une pharmacie bulgare. Les avenues, les rues sont largement plantées d'arbres. Je l'ai dit. Dans les années 1860-1870, les Bulgares ont commencé à se rebeller contre le joug ottoman. Et il y eut la figure d'un grand révolutionnaire nationaliste, Vassil Levski, dont la vie a été contée par le romancier Victor Hugo, bulgare, Ivan Vazov. Le patriote Vassil Levski a été pendu par les Turcs au début de l'année 1873. Il y eut un soulèvement de la population bulgare avec une répression terrible qui a ému toute l'Europe et même les États-Unis. Quartier plus populaire par ici. Belle vue vers le sud. Les Russes, alliés traditionnels et protecteurs des Slaves de la région, sont entrés en guerre contre les Turcs. Et la guerre russo-turque de 1877-1878 a abouti à l'indépendance de la principauté de Bulgarie. Au début de 1878, le traité de San Stefano était favorable à la création d'une grande Bulgarie. Malheureusement, il a été révisé au congrès de Berlin. Et tout cela a abouti à la création d'une petite principauté. Principauté de Bulgarie dont Sofia était la capitale, tandis que l'Empire ottoman devait admettre la création d'une province autonome de Roumélie orientale dont Plovdiv était le chef-lieu. Il a fallu attendre quelques années pour que cette province se détache et se réunisse à la Bulgarie. Les Bulgares n'avaient plus aucun descendant des tsars de l'époque des empires bulgares du Moyen-Âge, car les Turcs les avaient tous assassinés. Aussi ont-ils dû faire appel à des princes étrangers pour diriger le pays. Le premier a été le tsar Alexandre de Battenberg. La Bulgarie a donc acquis son indépendance en 1878, mais c'est l'année suivante, 1879, que Sofia a été désignée comme la capitale du pays.
Pour autant, le pays eut encore beaucoup de démêlés avec ses voisins, notamment lors des guerres balkaniques de 1912-1913. Avec quelques alliés, elle combattit l'Empire ottoman, puis elle se retourna contre ses alliés et mal lui en prit car elle perdit ses conquêtes. Au cours de la Première Guerre mondiale, la Bulgarie fit le mauvais choix puisqu'elle s'allia aux empires centraux et au traité de Neuilly, elle perdit ses conquêtes ainsi que la Dobroudja du Sud, dont elle fut amputée au profit de la Roumanie, alors que la région était bien peuplée d'une majorité de Bulgares. C'est ainsi qu'à Baltchik, on trouve les jardins de la reine Marie de Roumanie, qu'elle a fait édifier entre la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le tsar Boris III dut s'allier à Hitler. Il eut quelques conquêtes territoriales, mais tout fut reperdu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sauf le sud de la Dobroudja, qui cette fois demeura bulgare. Libérée entre guillemets par l'armée rouge, la Bulgarie devint communiste de 1946 à 1990. Et aujourd'hui, elle s'essaie à l'économie libérale. Elle fait partie des 27 pays de l'Union européenne, bientôt 26 avec le Brexit. Mais par contre, elle n'entre pas dans l'espace Schengen et elle n'a pas encore adopté l'euro. La monnaie, c'est le lev. Nous nous trouvons à proximité d'un très bel immeuble que je vais vous montrer. Un mot français international. Ici, il s'agit d'icônes. Les Bulgares, les Slaves en sont très friands. Une architecture ancienne qui mériterait d'être rafraîchie. Sofia se met peu à peu à l'heure occidentale. Il faut dire que le centre-ville de Sofia a été gravement endommagé par les bombardements alliés américains lors de la Seconde Guerre mondiale, puisque la Bulgarie avait fait le choix de se ranger aux côtés de l'Allemagne nazie. Des maisons rutilantes voisines avec des fast-foods. Nous voici arrivés au pont des Lions. Quatre lions gardent ce pont. Les lions sont le symbole de la ville de Sofia. Le pont enjambe ce qui apparaît comme un petit ruisseau, la rivière Vladaïska. Le boulevard se prolonge au nord vers la gare routière et ferroviaire. Là encore, on a gardé des ruines, apparemment retapées en partie. Belle vue sur le mont Vitosha depuis le pont des Lions. Le minaret de la mosquée des Bains dans le lointain.
et en arrière-plan la montagne du Vitosha. Impressionnant. Un style ici très fin de 19e siècle, début de 20e siècle. Par là, un hideux monument de l'époque stalinienne. On voit la différence. Mistigris est figé dans le bronze pour l'éternité. Par ici, c'est le marché des femmes. Un marché populaire où l'on trouve de tout. Va-t-il nous abriter de la pluie qui s'annonce? Les Alstromeria. Voici le marché des femmes proprement dit. Il n'a pas l'architecture de la Boqueria de Barcelone ou de Budapest. On voit que les vendanges se sont faites. Les melons locaux. Beaucoup de poivrons dans ce coin. Ce marché prospérait déjà sous l'époque communiste, où les gens essayaient de survivre. Nous parvenons au niveau de l'église des saints Cyril et Méthode. Ce sont les deux saints qui sont à l'origine de l'alphabet cyrillique. Au début, c'était glagolitique. L'église des saints Cyril et Méthode date de 1897 et elle vaut surtout pour son iconostase. L'église est hélas en rénovation. Le grillage, je ne sais pas si l'on parle de cœur chez les orthodoxes. Le grillage, en tout cas, est particulièrement beau. L'église vaut surtout pour l'iconostase de Marangozov. Mobilier. On reconnaît le Christ.
Mais s'agit-il ici des saints Cyril et Méthode? Je ne lis pas le cyrillique. Belle Vierge à l'enfant. Tous ces saints ont l'air très sévères. Ils ne donnent pas du paradis une idée très engageante. Voici un meuble particulièrement bien travaillé. Les échafaudages nous cachent probablement de superbes fresques au plafond. Ressortons de l'église des saints Cyril et Méthode. L'église des saints Cyril et Méthode a plutôt belle allure avec le recul. Panais locaux. Le royaume de la couleur. Des maisons tombent en ruine, d'autres sont retapées dans des tons très flashy. Là, ça fait un peu Disneyland. Un panneau pédagogique en bulgare et en anglais. Il signale que l'église des saints Cyril et Méthode a été l'un des premiers bâtiments religieux construits après la libération du joug ottoman par les Russes. Ce panneau souligne également la tolérance religieuse de Sofia, car outre cette église orthodoxe, on trouve dans le quartier la mosquée des Bains que nous avons vue tout à l'heure, mais également la grande synagogue que nous allons voir.
Sûrement un grand homme. Mais personnellement, j'ai du mal à l'identifier. Manifestement, on ne manque pas de miel dans la région. Un certain nombre de rues sont restées pavées, mais ce n'est rien par rapport au centre-ville de Plovdiv, où mon séjour va me conduire dans les jours à venir. La rue s'incurve et la silhouette du Vitocha apparaît. Il n'empêche que Sofia se trouve déjà à plus de 550 mètres d'altitude, un peu comme Madrid. Voici le drapeau de la Bulgarie. Il comporte 3 bandes horizontales. Le blanc en haut symbolise la paix. Le vert symbolise la fertilité de la terre bulgare. Et le rouge symbolise le sang des patriotes bulgares qui ont contribué à la libération de la patrie. Le soleil cherche à percer, mais en attendant, nous avons droit à quelques gouttes. La Bulgarie est également le pays de la céramique. Heureusement que les nombreux ombrages offrent des abris bienvenus. Ce quartier est très populaire et les façades sont bien décrépites. Mais il y a à Sofia d'autres quartiers bien plus prestigieux. Tournons à gauche dans la rue de l'exarque Iosif. Nous allons voir la synagogue. Cette boutique intéressante propose un choix de fruits confits, d'amandes, de noisettes, de noix, de toute une série de choses. Il y a même des kiwis. Quittons le marché des femmes, c'est une petite curiosité. La rue de l'exarque Iosif nous ramène vers le boulevard de la princesse Marie-Louise, Maria Luisa. Voilà qui plaira à tous les amateurs de fleurs dont je suis. Rue désuète mais délicieusement ombragée. Nous voyons apparaître l'arrière de la synagogue. La synagogue a été construite en 1905-1909 dans le style sécession et elle serait la réplique de la grande synagogue de Vienne, aujourd'hui disparue.
Je l'ai dit déjà, mais je suis un petit peu gaga, je me répète. C'est l'une des plus grandes synagogues d'Europe. C'est une architecture que nous devons à Friedrich Grünanger, qui a été très actif en Bulgarie au début du XXe siècle. Les bâtiments annexes abritent les locaux d'un petit musée de l'histoire juive de Sofia, de Bulgarie. L'étoile de David également sur ce monument, sur cet immeuble, en face de la synagogue. Vu avec le recul sur le dôme, l'édifice à 30 mètres, il est de style hispano-mauresque. Pour m'abriter de la pluie, je suis rentré dans les halles dont j'ai montré l'extérieur tout à l'heure. Les halles qui se trouvent juste à côté de la synagogue. L'armature métallique de 1909 de Nahum Tobor a été conservée. L'architecte ne s'appelait pas Tobor, mais Torbov. On a vite fait de s'emmêler les pinceaux. Ici, les sofiotes se pressent le midi en semaine pour manger sur le pouce ou bien pour acheter de quoi composer un pique-nique et partir aux alentours, dans le Vitosha. Il y a une galerie en mezzanine, un atrium central avec de nombreuses boutiques où l'on peut acheter des glaces à l'italienne dont les Bulgares raffolent, mais également des pâtisseries dégoulinantes de crème et également des fromages bulgares. Le blanc s'appelle Cyrénée, le jaune s'appelle Kashkaval. Au sous-sol, on trouve un centre commercial. Les halles de Sofia sont l'un des endroits les plus plaisants de la capitale. Par les fenêtres, on aperçoit les bains centraux. Le passage pour descendre au centre commercial, au sous-sol. Je vais aller m'asseoir pour casser une petite croûte avant de reprendre la suite de la découverte de Sofia. J'attends un ami bulgare, un sofiote, Neno, qui parle le français à la perfection.
et qui va me guider dans les beautés de sa ville. Les jets d'eau sont un peu timides. Je suis ressorti des Halles. Allons voir le quartier neuf. Nous nous trouvons à proximité d'une fontaine d'eau chaude sulfurée, ce qui montre bien la nature thermale de Sofia. Cette statue avait été volée. Elle a été retrouvée dans le parc d'une maison à Bojana, banlieue sud de Sofia. Il porte les attributs de la médecine. Les personnes âgées aiment se fournir en eau thermale ici. Elles sont persuadées que ces eaux guérissent leurs maux. On repasse devant les bains centraux. C'était vraiment le clou de la matinée. Nous rentrons à l'intérieur du magasin central universel. Enfin, quand je dis à l'intérieur, dans les cours intérieures. Et voici le bel alignement de lampadaires que j'avais vu tout à l'heure. Même si l'architecture est stalinienne, elle fait tout de même son impression. Beau petit square. Mon accompagnateur Neno m'attend. Voilà une vigne qui est encore bien verte. Nous retrouvons la place de l'Indépendance et la statue de Sainte-Sophie sur sa colonne. Voici l'ancien siège du Parti communiste, un bâtiment stalinien, très pompeux avec ses colonnes. Au sommet, il y avait autrefois une étoile qui représentait le communisme éclairant le monde, ou guidant le monde. L'ancien siège du Parti communiste bulgare accueille aujourd'hui des concerts. Il y a 1200 places.
Nous allons voir une curieuse église, l'église Sainte-Petka des Celliers. On l'appelle ainsi parce que ce sont les maîtres celliers qui se sont cotisés pour son édification. Lorsque je suis arrivé à Sofia pour mon premier soir hier, je suis venu sur cette place et je n'avais pas remarqué cette église. Il faut dire qu'elle se trouve enfoncée dans la terre. Elle a été construite à l'époque ottomane et les Turcs ne voulaient pas que les églises soient plus hautes que les mosquées. Ce serait dans cette église Sainte-Petka des Celliers que serait enterré le patriote Vasil Levski, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a été pendu par les Turcs en 1873. En descendant les escaliers pour aboutir à l'église, on a une vue superbe sur les ruines des remparts de Serdica et la mosquée des Bains. L'église Sainte-Petka est un monument chrétien qui date depuis le XIe siècle. Les fresques murales sont uniques et inestimables. L'icône iconographique sont données par M. Christian. On cherche l'entrée. Renseignement pris, l'église est fermée, chou blanc. On se dirige vers la rotonde Saint-Georges, une luxueuse galerie commerciale. Ce panneau nous indique que Sofia n'est capitale de la Bulgarie que depuis 140 ans, 1879. Le bâtiment à droite sur la place de l'Indépendance, c'est l'ancien hôtel Sheraton, désormais hôtel Sofia Balkan. Les chambres ici sont grandes et luxueuses. La cathédrale du Dimanche Saint. Neno me dit que cet immeuble est destiné à abriter les popes. Au sud de la cathédrale. C'est d'ici que part le boulevard Vitocha, avec une vue superbe sur l'impressionnante montagne. La cathédrale a été édifiée entre 1856 et 1863, mais elle a été en grande partie détruite par l'attentat communiste d'avril 1925, qui visait à assassiner le tsar Boris III. La cathédrale a été reconstruite en 1930. Sveta Natalia, Dimanche Saint. Saint Cyril et Méthode, inventeur de l'alphabet glagolitique.
La chaîne de restaurants Happy, bulgare au nom britannique, propose des mets absolument fabuleux. Les marronniers d'Inde sont décidément très abîmés. Au début du boulevard Vitosha, on aperçoit le palais de justice. La cathédrale du Dimanche Saint est plus belle que je ne l'avais imaginé. On retrouve l'hôtel Sofia Balkan et l'on se dirige vers la rotonde Saint-Georges. Nous parvenons au niveau de la rotonde Saint-Georges, qui est encastrée dans les bâtiments de l'époque communiste. Juste à côté de la rotonde, un petit café où il fait bon s'arrêter. La rotonde Saint-Georges groupe les vestiges les plus imposants de la cité antique de Serdica. La rotonde Saint-Georges est un édifice cultuel élevé au début du IVe siècle, un baptistère sans doute sous le règne de Constantin le Grand. Il a été construit selon un plan assez complexe. La rotonde a subi des destructions. Elle a été reconstruite au Xe siècle. Du temps de l'Empire ottoman, elle a été transformée en mosquée sous le règne de Sélim II. À la libération de la Bulgarie, c'est redevenu un édifice chrétien orthodoxe qui a servi un temps de mausolée au premier tsar de Bulgarie des temps modernes, Alexandre de Battenberg, qui a aujourd'hui son mausolée à part. Les photos sont hélas interdites dans la rotonde Saint-Georges. Vous n'avez pas loupé grand-chose de ne pas avoir vu l'intérieur, car franchement, mis à part quelques fresques, quelques icônes, la cathédrale du Dimanche Saint est tout aussi intéressante, voire beaucoup mieux. À présent, nous allons nous diriger vers un bâtiment que j'ai envie de voir, le théâtre Ivan Vazov. Et je vous ai parlé déjà d'Ivan Vazov, le Victor Hugo bulgare. La prise de vue est-elle bonne? Nous ne sommes pas loin du musée d'archéologie de Sofia qui est particulièrement réputé. Une porte magnifique. Chef-d'œuvre de ferronnerie. Sur cet hôtel de luxe. On retrouve l'ancien siège du Parti communiste. On se trouve à proximité de la grande mosquée. Attention, ce n'est pas la mosquée des Bains. Et celle-ci abrite les locaux du musée archéologique. Elle n'est plus consacrée au culte. La relève de la garde devant la présidence de la République bulgare.
On aperçoit sur la place de l'Indépendance, couplé au magasin Tsum, le bâtiment du Conseil des ministres. L'entrée du musée archéologique dans la mosquée, dans l'ex-mosquée. L'endroit est très plaisant. Se dirigeant vers la cathédrale Alexandre Nevski. Désigna. La Banque de Bulgarie. L'ancien palais royal abrite désormais le musée ethnographique et ses expositions temporaires. Neno m'indique que devant le palais royal, il y avait jusqu'à la chute du communisme un mausolée dans lequel reposaient les sommités staliniennes de la période communiste. Le galopin m'entraîne vers le musée vers le théâtre Ivan Vazov. Le jardin du théâtre et ses beaux ombrages. On peut y voir des gens qui jouent aux échecs. Vous allez voir que par hasard, on ne va pas voir de gens jouant aux échecs aujourd'hui, pour nous contrarier. Là, on voit bien qu'on est dans le quartier aristocratique de Sofia.
Aujourd'hui, il n'y a que 2 joueurs d'échecs. Les autres jouent aux cartes. Le Théâtre national Ivan Vazov, en style néo-baroque. Ce sont des architectes viennois, Ellner et Fellner, qui l'ont dessiné, construit au XIXe siècle. Cette esplanade est très agréable. Mais nous nous dirigeons déjà vers d'autres curiosités. L'immeuble juste à côté du théâtre Ivan Vazov est de toute beauté. On peut peut-être voir si le théâtre est ouvert. Essayons. Nous en sommes pour nos frais, c'est finalement fermé. Et c'est très dommage. Sur le flanc nord du théâtre, dans une rue à proximité du théâtre, on semble tourner un film. Les beaux immeubles se succèdent dans le coin. Cette façade fait très Mitteleuropa. On se croirait en Autriche-Hongrie, même si la Bulgarie n'a jamais fait partie de l'Empire austro-hongrois, comme je l'ai dit. Ministère des Finances. Street art du temps du socialisme.
Toujours le ministère des Finances. Voilà, on est dans le parc qui s'appelle Cristal. Dans l'emblème, c'est un grand trou qui était lié à une bombe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des idées récemment de le remplir de sol, mais les soviétiques ont rejeté cette idée. Sur un côté du jardin, le club militaire, avec une belle salle à l'intérieur. On aperçoit les dômes de la cathédrale Alexandre Nevski. 600-700 000 habitants. On aperçoit la belle église russe également, mais nous irons la voir après la cathédrale. Avenue Alexandre de Battenberg. Rue de Paris. Ulica Paris. D'ici, il a été Ruines de petites prisons où des Bulgares révolutionnaires ont été jetés par les Turcs. Une petite place où l'on vend des tableaux. Des icônes. Nous parvenons dans un quartier très religieux avec l'église Sainte-Sophie et la cathédrale Alexandre Nevski. Faites votre choix. Mais nous parvenons en vue de la cathédrale Alexandre Nevski. Juste à côté se trouve l'église Sveta Sofia, église Sainte-Sophie, qui a donné son nom à la ville moderne. La galerie des arts étrangers se trouve à proximité de la cathédrale Alexandre Nevski. Alexandre Nevski était un héros russe et c'est précisément en le célébrant que les Bulgares ont voulu célébrer leur reconnaissance à l'égard de la Russie qui les a libérés du joug ottoman.
Et puis si tu veux, on va... Avant d'aller voir l'église Sainte-Sophie, nous allons voir le café Mozart. L'heure du bain pour les pigeons. Sainte-Sophie est beaucoup moins exubérante que la cathédrale Alexandre Nevski. Dans la brume, on aperçoit le pic noir, 2290 mètres. Nous sommes parvenus devant l'opéra. Belle colonnade avec des chapiteaux ioniques. Une belle frise qui se situe bien dans le ton d'une certaine époque. À côté de l'opéra, statue d'Alexandre Stambouliski. Il me fait penser à Alexandre Dumas père. On remonte vers le café Mozart. Beaucoup de petits bars charmants dans chaque recoin de Sofia. Neno s'est trompé, c'est le café Vienne et non pas le café Mozart. Mais bon, on a vite fait la confusion, on associe facilement les deux. Petit aspect du café Vienne. Nous ressortons de ce café satisfaits par la prestation, mais par contre il n'y avait pas le sourire. Cotonnet Aster. En dépit de son apparence, Sainte-Sophie est extrêmement ancienne. Comme vous ne manquerez pas de le lire ici, le premier bâtiment date de 311. La façade de l'église n'est pas représentative de ce que l'on trouve à l'intérieur. On dirait vaguement un entrepôt portuaire. À l'entrée, il y a un nécrologue, un élément typique de la Bulgarie. C'est un endroit où l'on affiche les décès récents. Là encore, impossibilité de filmer l'intérieur, mais disons que l'intérieur a un intérêt moyen. Du coup, on se dirige vers la cathédrale. Presque toute la journée, le ciel gris souris ne nous aura pas quittés, sauf un peu de soleil en matinée. À droite, le synode. Encore un lion, emblème de Sofia. La flamme du soldat inconnu bulgare. Avec son style romano-byzantin, la cathédrale Alexandre Nevski déroute un peu. C'est le monument emblématique de Sofia. La première pierre a été posée au lendemain de la guerre de libération, mais c'est essentiellement entre 1904 et 1912 qu'elle a été construite.
Bueno, a 10 levas nos pasa poco. Esto es para entretenerse. L'intérieur est extrêmement sombre. L'iconostase. Dans la crypte, il y a une sensationnelle collection d'icônes. Nous n'aurons pas le temps d'y aller aujourd'hui. Moi, ce que j'aime, ce sont les lustres. D'ailleurs, s'ils n'étaient pas là, on ne verrait pas grand-chose. Certaines fresques ont été endommagées par des écoulements. Il va falloir rénover tout ça. Certaines parties sont purement et simplement dans la pénombre, attendant sans doute une restauration. Voici la cathédrale Alexandre Nevski vue sur le flanc.
Pour filmer l'intérieur, 15 €, 30 leva. Une véritable arnaque. Car sincèrement, ça ne les vaut pas. Le Parlement. Et je le rappelle, derrière la cathédrale Alexandre Nevski, c'est la Galerie des Arts étrangers. Narodno Sabranie, Ce qui signifie, Assemblée nationale. en fin de compte, l'extérieur vaut mieux que l'intérieur. On trouve ici les pavés jaunes, caractéristiques de certaines rues de Sofia. Poursuivons, menacés par la pluie, vers d'autres curiosités. Saint Clément d'Ochride. C'est un disciple des saints Cyril et Méthode qui a transformé l'alphabet glagolitique en écriture cyrillique. L'université de Sofia. C'est ici que tu as fait tes études? Non? Par là, le parc Borisova. Borisova Gradina. La tour relais de la télévision me fait penser de loin à l'Empire State Building. Un des aspects de l'université. Pour traverser les grandes avenues, on peut emprunter les souterrains du métro. En ressortant à l'air libre, on retombe sur une aile de l'université. Cette aile a sans doute été ajoutée à l'époque communiste. Nous sommes dans une toute petite rue, rue Saint-Clément d'Ochride. Qui nous apparaît bien sombre. Par derrière, nous voyons l'université, qui ne manque pas d'allure. J'ai failli me casser la figure, il faut avouer que par endroits, la chaussée est un peu défoncée. Neno me signale que les lions ne sont pas des symboles de Sofia, mais des symboles de la Bulgarie. La Bibliothèque nationale. Cette rue a déjà franchement un air d'automne alors que nous ne sommes que le 23 septembre. La Bibliothèque nationale de Bulgarie a une belle colonnade. Je regrette que vous ne voyez pas Sofia dans le soleil, mais du moins vous vous rendez compte que c'est une ville vraiment richement boisée. Pour être complet, c'est la Bibliothèque nationale des saints Cyril et Méthode, dont la double statue se trouve devant la façade.
Vers le nord, on aperçoit sur une place le monument de Vassil Levski. C'est à cet endroit que le patriote a été pendu. C'était la périphérie de la ville autrefois. Un des multiples cafés de Sofia. Cette capitale renaît. La pétanque est pratiquée également en Bulgarie. Le jardin des docteurs, parc Oborichte, autour duquel les appartements sont chers. Neno attire mon attention sur le curieux cercle de verdure. Pourquoi est-ce que c'est resté vert seulement à ces endroits? Le kiosque à musique paraît un peu rustique. Vous ne lisez pas l'alphabet cyrillique, pas plus que le russe, mais vous comprenez les dates de 1877-1878. Ce sont les dates de la guerre russo-turque qui ont abouti à l'indépendance de la Bulgarie. Et ce monument est élevé justement aux combattants, aux souvenirs des combattants de cette guerre, qui ont permis donc la libération du pays. C'est dans ce quartier qu'habite Lili Ivanova, l'Édith Piaf bulgare. Le gamin qui me guide vient de s'apercevoir qu'il a commis une erreur. Ceci n'est pas le parc Oborichte, qui se trouve un peu plus au nord. Il s'agit d'un autre parc qui longe la rue Oborichte. Le gosse s'est trompé parce que le quartier s'appelle Oborichte. Mais bon, on trouve toujours le même type de beauté botanique dans tous ces parcs. Ça n'est pas tout à fait la fontaine magique de Montjuïc à Barcelone, mais ça produit quand même un petit effet. Nous allons nous diriger vers le pont des Aigles, après avoir vu le pont des Lions ce matin. S'agit-il de plantes réelles? C'est du toc. Si ces immeubles ont été nettoyés, cela aurait besoin d'un bon coup de décrassage. Façade austro-hongroise à rénover. Dans ce quartier, des immeubles très récents ont été construits. San Stefano, c'est le nom du traité par lequel la Bulgarie a obtenu son indépendance. L'ambassade de Grèce.
La culture française est présente. Cocorico! Un quartier assez sombre, mais pourvu en petits établissements et troquets. Le pont des Aigles. Et là, c'est la route de Plovdiv. Ah, quel joli lampadaire! Voilà, nous sommes sur le pont des Aigles, Orlov Most. Il est sur une petite rivière qui s'appelle Perlovska. Cette rue n'est pas très jolie, mais elle regorge de pâtisseries, de petits restaurants, très sympatoches. On descend en sous-sol. C'est généralement la chose qu'il faut faire pour franchir de grandes avenues. À présent, nous faisons quelques pas dans le parc Borisova pour croquer une petite spécialité bulgare. Le temps est franchement moche. Où est passé le réchauffement de la planète? L'aspect du parc Borisova évoque un peu certains parcs parisiens. Comment s'appelle cette spécialité bulgare? Banitsa s boza. Et c'est constitué de quoi? Banitsa, il y a du fromage dedans. Et la boza, c'est une boisson à la base de blé, légèrement fermentée.